Où vas-tu? Hein? J'ai une confession à faire. Tu as quoi? Une confession? Je dois t'en faire une. Tu as une confession? J'ai tiré sur quelqu'un. À la suite d'une fusillade mortelle à Milwaukee, Gerardo Jiménez Rico, 32 ans, s'est présenté au commissariat et a avoué l'impensable. Une sœur décède, les parents blessés, la communauté choquée. Qu'est-ce qui a poussé un homme à transformer une soirée familiale ordinaire en cauchemar? Nous allons analyser en détail la nuit qui a tout changé et les choix qui ont conduit Jiménez Rico en prison pour des décennies. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Voici ce qui s'est passé à Milwaukee, et c'est l'un de ces cas qui vous marquera longtemps après l'avoir entendu, parce que cela n'a tout simplement aucun sens. Vous avez cette soirée familiale ordinaire qui tourne au cauchemar, à la tragédie. Cela a laissé une jeune femme morte, ses parents blessés, et un homme avouant tout cela au poste de police. Et tout cela a commencé à cause de quelque chose d'aussi banal que de demander de faire la vaisselle. Gerardo Jiménez Rico, 32 ans, a tué sa sœur Jocelyn Jiménez, 22 ans, et tiré sur ses parents. Maintenant, ils ont survécu, mais je peux vous dire que les cicatrices émotionnelles et physiques vont durer toute une vie. Et lorsque la police l'a interrogé sur ce qui s'était passé, il a déclaré qu'il avait agi après des années de frustration et de sentiment d'être harcelé par les personnes même qui étaient censées l'aimer. Et cet aveu glaçant a conduit à son arrestation et finalement à une très longue peine de prison, laissant la communauté essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. Voici comment tout s'est passé. Nous revenons à la soirée du 22 janvier. Vers 18h30, la police de Milwaukee reçoit un appel affolé au 911 pour une fusillade près de la 40e rue et Cheyenne. Des voisins ont signalé avoir vu un homme en train de saigner d'une blessure par balle devant une maison dans la panique et le chaos. Ils paniquent en tentant de comprendre la scène terrifiante qui se joue près des portes d'entrée. Et cet appel glaçant capture vraiment ce moment en temps réel. 911, quelle est votre urgence? 4001 rue Cheyenne-Ouest. Mon voisin a été abattu. Vous avez bien dit 4001 rue Cheyenne-Ouest? Oui. Est-ce que c'est une maison individuelle ou un duplex? Maison individuelle ou unifamiliale? Vous avez dit qu'il avait été blessé par balle? Oui, il a une blessure par balle à l'abdomen et saigne. C'est fou, je sais. Et cet appelant dit à la répartition que la fusillade était en train de se produire à ce moment-là. Quand cela s'est-il produit? Ça se passe en ce moment même. Hé, amigo, Où est-ce que la personne qui lui a tiré dessus? il est sur ma pelouse devant chez moi. Il n'a pas de chaussures, il n'a pas de veste. Qui est-il la personne qui lui a tiré dessus? Il est sur ma pelouse devant chez moi. Viens à l'intérieur. Nous avons besoin d'une ambulance. Il a reçu une balle à l'abdomen. Ça se passe en ce moment. C'est tellement fou. Et le répartiteur assure que de l'aide est en route pendant que ce voisin décrit la victime en train de crier de douleur. Une seconde, je vérifie si je peux le mettre en ligne. Attends, Georges, Andy, mon voisin a été touché par balle. Restez avec lui. Cherchez de l'aide ici. Oui, il respire et crie. Il a une blessure par balle à l'abdomen. Mais lorsqu'on lui demande où se trouve le tireur, le voisin admet qu'il ne sait pas où est ce suspect. La personne qui lui a tiré dessus est-elle encore là? Il est sur mon porche. La personne qui lui a tiré dessus est-elle encore là? Je ne sais pas, il ne parle pas anglais. D'accord. Y a-t-il des saignements importants? Je crois qu'il dit que quelqu'un en a après sa famille. Avez-vous entendu des tirs? Non, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma maison. Enfin, les sirènes retentissent alors que la police et les secours arrivent sur les lieux. Monsieur, entendez-vous les sirènes? Oui, ils sont là. C'est une famille agit ainsi. Monsieur. Oui, il est sa famille aussi. D'accord. Et il est venu en courant ici, frappant à ma porte. Parle-lui. Ouais, d'accord. Lorsque les policiers sont arrivés, c'était un désastre. Ils ont trouvé 3 adultes souffrant de blessures par balle. Jocelyne était déjà morte. Sa mère, malgré ses blessures nélo très graves, a réussi à dire à la police cette vérité choquante. Son propre fils, Gérard, était le tireur, celui qui avait ouvert le feu sur ses parents et sa sœur.
Avant même qu'une véritable chasse à l'homme ne puisse commencer, Gérard a fait quelque chose d'assez unique, de très différent. Il entre calmement dans le commissariat du district 1, en centre-ville. C'est de quoi, seulement quelques heures après cette fusillade sur la rue Cheyenne. Il y a des images de caméras corporelles qui capturent ce moment. C'est assez troublant, là où il avoue le crime. Et son calme, je dois dire, contraste fortement avec le chaos qu'il a laissé derrière lui. Tiens, quoi? J'ai une confession à te faire. Tu as une confession? D'accord, c'est quoi la confession, patron? J'ai tiré sur quelqu'un, mec? La police est aussitôt intervenue pour le sécuriser, ordonnant à Jiménez Rico de montrer ses mains, de tourner et de s'agenouiller. Tu n'as rien sur toi? Juste mon portefeuille. Juste ton portefeuille. Très bien. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu relèves l'arrière de ta capuche. Avec quelle main? Les deux. D'accord. Lève-le pour que je puisse voir ta ceinture. D'accord. Je veux que tu tournes sur toi-même à 360 degrés. Très bien. Reste juste là. Très bien. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te retournes. Mets tes mains sur ta tête. Ne me regarde pas. Équipe 1-2-96. Puis-je avoir une équipe supplémentaire ici à la cour UMI? Pour un seul. Pour un seul. Très bien. Je veux que tu te mettes à genoux. Ne bouge pas. Tout va s'arranger. Je fais ça pour notre sécurité, d'accord? Tu as besoin d'aide? D'accord. D'accord, patron. Ça va aller, d'accord. Alors, les agents, évidemment, ils le pressent pour avoir des détails, non? Ils veulent se savoir quand et où cette fusillade a eu lieu. Où cela s'est-il passé? C'est arrivé récemment, mec. Aujourd'hui? Il y a quelques jours? Il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes? Où? Qui as-tu tiré dessus? C'était une dispute stupide. Cette dispute stupide. Quelle adresse? Ce n'est pas mon portefeuille. J'ai une personne ici qui se rend pour la fusillade sur Cheyenne. Quel est votre nom, monsieur? Gerardo. Gérardo? Il s'appelle Gérardo. Pourquoi tu ne prends pas simplement ma défense? Tu as quelque chose sur toi qui pourrait me piquer ou me blesser? Oui, on va régler ça. Fusillade à Cheyenne, tu viens de dire quelque chose. Où est ton portefeuille? Cette veste, elle est là-haut. Je suis vraiment désolé. Tu es venu à pied d'ici? Je dis juste, mais... D'accord. Oui, c'est ça. Je vais te poser juste ici.
Mets-le là-dessus. Oh, elles sont toutes déverrouillées. L'une d'elles ne s'ouvre pas en ce moment. Je les ai toutes déverrouillées. Non, il vient d'arriver il y a environ 3 minutes. Est-ce qu'on sait comment il est arrivé ici par hasard? Il a dit qu'il avait pris le bus de la ville, non? Non, il ne l'a pas. Il a seulement sa carte d'identité. Les États-Unis. La task force et tout est ici en bas. Ils sont en train de les emmener en ce moment, je suppose, monsieur. Excusez-moi, quelle escouade va poursuivre? C'était quoi? 9434? 9434. Oui, 9434, monsieur. D'accord, donc selon la plainte pénale dans cette affaire, Gerardo a dit au détective que ses parents et sa sœur venèrent de rentrer ce soir-là d'un voyage d'1 mois au Mexique. Et il n'y était pas allé, invoquant le chômage et des difficultés financières. Et dans son esprit, ces facteurs faisaient de lui une cible de critiques constantes à la maison. Il a évoqué des années de harcèlement, disant que sa famille s'opposait souvent à lui. Et le soir de la fusillade, il a dit que tout avait éclaté à cause de quelque chose d'aussi banal que de la vaisselle sale dans l'évier. C'est incroyable. Selon la plainte, son père est descendu se plaindre de la vaisselle sale dans l'évier. Jiménez Rico a expliqué que l'évier était bouché et que la plomberie avait besoin d'être réparée. À l'étage, Jiménez Rico a déclaré que son père continuait à lui tomber dessus et que sa sœur s'est aussi plainte. Il a dit que l'intimidation durait depuis des années et qu'il en avait assez. Quand son père a dit que Gerardo devait trouver un autre logement, il a affirmé que c'était la goutte d'eau. La plainte persiste. Jiménez Rico a dit qu'il pensait retourner au sous-sol où est sa chambre, mais il en avait assez de l'intimidation de son père et de sa sœur. Il a poursuivi en déclarant qu'il, je cite, a pointé l'arme en direction de son père et se souvient avoir tiré plus d'une fois. Alors, qu'est-ce que Jocelyn aurait fait selon les rapports? Elle prend un couteau et Gerardo pointe alors l'arme sur elle, tire sur elle à 4 reprises, la touchant à la poitrine, au dos, aux poumons et aux bras. Elle était morte sur place et leur mère a également été touchée par balle en entrant dans la pièce. Pourquoi? Eh bien, Gerardo a ensuite dit aux enquêteurs qu'il n'avait pas l'intention de lui tirer dessus, mais qu'il ne pouvait vraiment pas expliquer pourquoi il l'avait fait. Les 2 parents, grièvement blessés, ont été conduits à l'hôpital et ont survécu. Et ces photos de la scène de crime, mon Dieu, elles capturent les conséquences déchirantes à l'intérieur de cette maison. Les enquêteurs ont documenté chaque recoin, l'entrée, la cuisine, les espaces de vie, révélant, encore une fois, j'utilise souvent ce mot, le chaos qui régnait après les faits. Des marqueurs de preuve ont été placés près des douilles, d'un couteau et de taches de sang au sol. Les photos montrent aussi l'arme à feu que la police attribue à Gerardo et des effets personnels dispersés après la violence. Les forces de l'ordre ont soigneusement photographié chaque objet. Ils ont reconstitué le déroulement des événements, la chronologie de cette fusillade. Et je dois dire que quand on regarde ces images, et nous l'avons vu dans de nombreux cas, ce sont des images comme celle-ci qui servent de rappel brutal de la tragédie. Et ici, c'est un événement qui a transformé une maison familiale ordinaire en scène de crime. Une scène de crime marquée par une perte indicible où la vie d'une fille a été prise et ses parents grièvement blessés.
Gérardo aborde l'affaire judiciaire et a comparu au tribunal le 27 janvier. Il a été accusé d'homicide imprudent au premier degré, de tentative d'homicide intentionnel au deuxième degré et de blessures imprudentes, tous des crimes graves. Un juge a fixé sa caution à $1 million en espèces. Et bien qu'il ait été initialement prévu qu'il soit jugé le 20 mai, il a choisi de plaider coupable. Et d'ailleurs, petite parenthèse juridique ici, je veux que vous regardiez de plus près ce que signifient ces accusations selon la loi du Wisconsin de quoi nous parlons. Donc, l'homicide imprudent, au premier degré, consiste essentiellement à causer la mort d'un autre être humain en s'engageant de manière imprudente dans une conduite qui crée un risque élevé dans des circonstances qui témoignent d'un mépris total pour la vie humaine. Et d'ailleurs, l'imprudence, c'est plus que de la négligence. C'est ignorer consciemment un risque connu. Et tirer plusieurs fois sur sa sœur, même sans nécessairement avoir eu l'intention préméditée de la tuer, semble correspondre à cette accusation selon la loi. La tentative d'homicide intentionnel au second degré est définie comme le fait de tenter de causer intentionnellement la mort d'une autre personne sans préméditation, n'est-ce pas? Au second degré, une tentative signifie surtout poser des actes importants pour commettre l'acte, mais échouer ou être interrompu. Tirer sur les deux parents sans les tuer semble correspondre à cette accusation. Les blessures imprudentes au premier degré désignent toute personne causant imprudemment de graves blessures à autrui dans des circonstances montrant un mépris total pour la vie humaine. Tirer sur sa mère, qui a survécu mais a été grièvement blessée, correspond à cette définition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au final? Un juge du comté de Milwaukee l'a condamné à 35 ans de prison, suivi de 19 ans de liberté surveillée. Mais l'explication de Gérardo n'a pas vraiment apaisé la douleur de cette famille. Les proches de Jocelyne restent dévastés. Sa cousine Karina se souvenait d'elle comme d'une personne vraiment bonne, quelqu'un qui rêvait de créer sa propre entreprise, de faire des gâteaux, d'élever sa jeune fille bien-aimée. Jocelyne laisse derrière elle une petite fille de 4 ans, et une page GoFundMe a été créée pour sa fille afin d'aider avec les dépenses de la vie quotidienne. Ses parents tentent maintenant de donner un sens à la perte de leur enfant. C'est une situation horrible, un crime horrible. Et, encore une fois, c'est difficile à comprendre. C'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber, à bientôt